Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'émission Délivrez-vous qui débarque sur vos écrans. Délivrez-vous, c'est une invitation à une culture de la pensée complexe. Délivrez-vous, c'est une porte ouverte sur tous les savoirs produits en Haïti et à l'étranger. Délivrez-vous, c'est une main tendue à la culture, à la sociologie, à l'histoire de l'art. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans le cadre de cette émission, nous allons vous installer au cœur du Champ de Mars, dans le musée du Panthéon national. Vous aurez une vue holistique, panoramique sur toutes les énergies intellectuelles, historiques et artistiques qui habitent l'intérieur de ce musée. Vous êtes sur la télévision Caraïbe. Si vous m'appelez D'Angelo Neyar, je ne me fâcherai pas. Prenez toujours les livres en otage, mesdames et messieurs. Nous allons, avant d'ouvrir les pages du Mupana, exposer votre attention au squelette de l'émission. Voici, mesdames et messieurs, la rubrique Temps Poème. Jodi à la rubrique Temps Poème Délivrez-vous, m'a ouvri pour nous anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 86 à nos jours. C'est publié en coédition par Actes Sud qui est en France et Atelier Jeudi Soir qui est en Haïti. Qui projet livre ça, c'est prendre les meilleurs poèmes haïtiens qui publiés entre 86 jusqu'à journée jodia. Ils ont traduit poèmes en créole en français pour un public international francophone qui malheureusement beaucoup maîtrisé créole gain accès au meilleur de la poésie haïtienne. Les rues, ça son poème René Philoctète. Les rues ont des humeurs, comme les gens, tantôt chaudes, tantôt fermées. Les rues de Port-au-Prince, ces jours-ci, la nuit, sont un bateau échoué. Il y a des rues que j'aime à midi, la rue des miracles, quand le soleil y joue à la marelle. Il en est d'autres que j'aime au point du jour, le portail Saint-Joseph, quand ce n'est plus la nuit, ni déjà le matin. Jacques Gabriel, défunt, aimait le poste marchand, à 11h du soir, une petite rue en bec de perroquet, toujours essoufflée. Jacques Gabriel avait voulu la peindre noir et blanc avec ses tas d'oiseaux électrocutés, jaune d'œuf et citron vert. Il est des rues qui se tordent comme la douleur, drôles comme l'amour, droites comme la justice, larges comme un livre, ouvertes comme un ami. J'en connais de recroquevillés, on dirait des mères qui ont peur. Les rues chantent, jouent, dansent, courent, tombent et se relèvent, souffrent, se battent. Les rues dressent les enfants, soupèsent nos malheurs d'adultes, tournent et retournent, grandissent, se baissent et se redressent. Il est des dames au nom de fleurs, Violette, Hortensia, Marguerite, Lila, au nom de parfums, au nom de couleurs, blanches, au nom de bonbons, au nom de pays, France, au nom d'oiseaux, d'églises, de saintes, Madeleine, Agnès, Altagrace. Leur vie est dans la rue, monte, descend, part et revient. On dirait un essaim de lampes folles. Les rues s'en vont à la dérive et s'entrelacent au carrefour. Je connais un petit chemin de tufs piétors, bouche dorée. Il a gardé jusqu'à ce jour une odeur de lampe à gaz qu'il porte en lui depuis longtemps.
C'est là qu'une fois, une nuit, mon cœur battit très fort dans une maison en bois à chambre haute. Je m'en souviens. Chaque homme porte une rue dans son cœur. Et mon invité, Daniel Supplice, porte dans son cœur non seulement la rue qui héberge le Mupana, mais aussi ce musée est dans son cœur, vu qu'il nous a proposé, là c'est sa dernière parution, le catalogue des documents écrits sur papier, répertoriés dans le fonds documentaire du musée du Panthéon national d'Haïti. Mesdames et messieurs, nous avons là un livre qui va marquer les prochaines générations. Il faudra dans 100 ans savoir qu'est-ce que comme nation on a pu conserver comme trace historique. Et ce livre, ça va être la Bible de tous les intéressés d'Haïti. Je vous laisse respirer. À tout de suite avec Daniel Supplice. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Et si vous m'appelez D'Angelo Néard, je ne me fâcherai pas. Et aujourd'hui, nous allons voyager dans les rues de Port-au-Prince. Mesdames et messieurs, aucune chose, aucun bâtiment, aucune structure vivante ne peut exister sans être dans une rue. J'aimerais dire bonsoir à mon invité Daniel Supplice. D'Angelo, quel plaisir de participer à ton émission. Je la suis de temps en temps, je te présente mes compliments. Merci. Et te félicite pour le travail extrêmement important que tu fais. Merci Daniel, mais on va commencer par les rues déjà. Est-ce que tu es un animal urbain? Je suis un animal urbain. Je suis né à Lalu. Tout le monde connaît. On dit Lalu, tout le monde connaît Lalu. Ouais. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, Lalu, c'est un nom emprunté, puisqu'en réalité, le vrai nom de Lalu, c'est l'avenue John Brown. Donc, je suis d'une rue à deux noms. Je suis d'une rue à plusieurs histoires. Et comme on parlait de Mupana tout à l'heure, le Mupana, justement, est au coin de, haïtien dit, 5 carrefours. 5 carrefours, ouais. Le Mupana est au coin de 5 rues. Donc, c'est peut-être ce qui lui donne son importance. Ouais. Et c'est aussi situé dans un espace urbain à Port-au-Prince extrêmement intéressant, extrêmement important. Donc, nous sommes, pour répéter Karl Bois, Ouais. de la rue. Justement, le Mupana, en effet, ce musée. Mais quand toi, tu es enfant, est-ce que tu étais un enfant de musée? Est-ce que ça t'intéressait? Ou tu ouais, ça trop drôle pour on a fait musée, etc. Tu sais, j'ai la grande chance et le privilège d'avoir été élevé dans une famille où on conservait les choses. Mon arrière-grand-père était archiviste, il était sénateur, mais archiviste au Sénat de la République. Donc, ma grand-mère et ma mère m'ont élevé avec cet esprit-là, de la préservation et de la conservation, de tout. Ouais. J'étais serré. Quand je dis à certains de mes amis que j'ai chez moi des bordeaux d'électricité du tout début de l'électrification de la ville de Port-au-Prince, 20 centimes le mois. Ça, c'est un document Non, d'archives d'archives. d'une Donc- grande valeur, quand donc, même. Très, très tôt, Ouais. j'ai apprécié ce geste de conserver. Donc, très tôt, je me rappelle, je disais ça dernièrement, la première fois que je suis rentré à la Bibliothèque nationale, j'avais 6 ans avec mon père. Et ce qui m'avait frappé, et je garde encore non seulement ce souvenir, mais je garde ce sentiment, j'aime l'odeur des livres. Ouais, ouais. La bibliothèque, une bibliothèque a une odeur. C'est vrai. Un musée a une odeur. Cette odeur du vieux, cette odeur de l'histoire, ça m'habite. Donc, je suis un fanatique de musée. Et très tôt, je ne rate jamais l'opportunité, si je me rends à l'étranger, je cherche toujours où est-ce qu'on peut aller quelque part pour voir l'histoire. Parce que c'est l'histoire qui va nous permettre de comprendre. Mais pour les jeunes qui nous regardent là maintenant, Daniel,
et qui ne sont pas dans cette esthétique de la conservation, qui ne sentent pas cette urgence de la conservation, est-ce que tu peux leur dire pourquoi c'est nécessaire pour un pays, pour une nation, de conserver ce qu'il a produit comme valeur dans le Donc, je temps? le sais, de Dieu. Si tu n'apprécies pas ce que tu as été, c'est comme notre vie, c'est un chemin. Absolument. On commence quelque part, on va finir quelque part. Mais si on n'identifie pas trop bien d'où on sort, on ne pourra jamais bien aller. On doit savoir d'où on sort. Je me rappelle, mon père disait toujours, mon père est de Camaret, OK. et sa mère est de Casal. Et il nous disait toujours, il faut toujours se rappeler qu'on sort du milieu rural. On est ce qu'on est aujourd'hui, ce n'est pas le produit du hasard, c'est le produit du temps. Un pays qui ne sait pas d'où il sort ne peut pas bien prévoir où est-ce qu'il va. Donc il est essentiel et important de savoir. On nous vend une histoire très auréolée de tout. On nous présente tous en ouverture, Capois, Christophe. C'est vrai qu'il faut présenter les personnages, mais et les faits historiques qui accompagnent ces personnages. Ce personnage seul ne pèse pas l'eau. Ce qui pèse, Ce c'est sont ce qu'il les a fait. faits Ce sont les historiques. faits historiques Absolument. qui pèsent. Or, justement, la mémoire, un musée conserve cette mémoire-là. Donc finalement, le musée, c'est la conservation des faits historiques. Donc à tous ceux qui nous regardent, aux jeunes, je leur dirais que nous avons chacun de nous notre histoire. Vous qui me regardez, vous avez votre histoire de famille, que vous devez conserver. Parce que vos enfants, vous ne vous imaginez pas le plaisir que mes petits-enfants font quand je leur montre, par exemple, mes papiers de jardin d'enfants. Ah non, ça va être des moments très émouvants. Mais, Là. grand-père, c'est toi qui as fait ça. Je dis, mais évidemment, maintenant j'écris, je fais toutes sortes de choses, mais comme toi, à un certain moment, je gribouillais des choses, je faisais des graffitis un peu partout. Ouais. Et je Et c'est savais- stimulant Mais aussi c'est- pour mais- ces mais- petits-enfants. Ouais. J'ai réalisé que c'est extrêmement important pour eux de s'identifier à quelque chose et à quelqu'un. Donc ce que je vous conseille, c'est que vous aussi, qui me regardez, vous aurez des petits-enfants, vous aussi. Oui. Et vos petits-enfants prendront un plaisir immense quand ils verront vos carnets scolaires, quand ils verront votre première dissertation, Ouais. quand ils verront vos premiers dessins. Ça va les permettre de s'identifier et de pouvoir bien s'ancrer dans le réel du quotidien qu'ils vivront. Absolument. Dans le texte d'introduction de ce livre, catalogue des documents écrits sur papier au MUPANA, le directeur général, Le Gagneur, écrit « Nous ne devons jamais oublier que c'est au prix de la douleur et de la mort qu'Haïti existe. Oui. Ce n'est pas contrairement à d'autres pays. Haïti est un pays qui est sorti du trou. On n'était pas sur terre ferme courant, on est sorti du trou. On connaît l'histoire nationale. Ouais. Et la population autochtone il y a eu un ethnocide au début du XVIe siècle. Il y a eu une importation massive des Africains. Nous sommes tous ce produit. À des teintes différentes, Absolument. plus ou moins, mais nous sommes tous le produit de ces réalités. Et quand il fallait se soulever et dire non, c'est au prix du sang. Ça ne s'est pas passé à la pointe d'une plume dans un contrat Ouais. Non, ça s'est passé à la pointe de l'épée. Et il a fallu la butte Charrier, il a fallu Vertières, il a fallu la Crête-à-Pierrot, et il a fallu la mort, le sacrifice de millions et de millions d'hommes pour permettre que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, on ne doit jamais oublier ça. Et justement, nos enfants, nos petits-enfants, nous devons toujours leur rappeler qu'Haïti est un pays qui a subi des situations difficiles. C'est un pays qui s'est relevé tout seul. Ouais. C'est un pays qui a fait le chemin, la traversée du désert haïtien a duré 300 ans. Ouais. C'est ça, c'est 300, Absolument, c'est c'est 300 ans, 300 ans d'histoire difficile qui ont permis à nos ancêtres de donner ce pays que nous avons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler, Daniel, d'une singularité haïtienne? Absolument. Je dis toujours, nous avons une histoire unique. Il n'y a aucun autre pays au monde à avoir une histoire pareille à la nôtre. Ouais. 300 ans d'esclavage. Et 300 ans d'esclavage où un jour, nos ancêtres se sont réveillés et ont dit, vous savez, assez c'est assez. Assez c'est assez. Ouais. Et on a fait ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait a un prix exorbitant. Je dis toujours, il y a deux choses qu'on ne nous dit pas sur nos guerres d'indépendance. Combien ça a coûté et combien d'hommes sont morts. Et c'est des informations importantes. D'Angelo, Ouais, absolument. faire la guerre a un coût. Oui, ça. Ça a un coût financier, ça a un coût humain. Mais ni ce coût financier, ni ce coût humain est moins important que le résultat. Le résultat, c'est que le 1er janvier 1804, au Gonaïve, on a dit qu'à partir de ce jour, Yes. ce pays, tous les nègres du monde, en mettant les pieds sur ce sol, deviennent automatiquement libres et seront considérés comme haïtiens. Donc, on doit être fier d'avoir été ce
qui ont eu à la face du monde, se sont mis debout en face du système esclavagiste et dire non. Maintenant, on ne doit pas s'arrêter là. On doit perpétuer cette mémoire. On doit conserver ce passé et on doit l'exposer et permettre à nos jeunes aujourd'hui de savoir que non seulement ce passé existait et que voilà les preuves de ce passé. Et c'est ce que j'ai fait. Absolument. Et c'est ça que, on va dire, le MUPANA participe de ce Le travail. MUPANA est la gardien de Bibliothèque cette mémoire. nationale Oui, la aussi Bibliothèque participe. oui, aussi le de Bureau tout ça. national d'ethnologie. Absolument. J'aimerais justement que tu présentes aux jeunes qui nous regardent quelles sont les institutions de l'État qui ont pour mission de conserver des traces de nous. Bon, d'abord, le musée national. Le musée national, voilà. Le MUPANA, musée national, la bibliothèque La nationale, Bibliothèque nationale, hein. le Bureau national d'ethnologie, l'ISPAN, L'ISPAN, voilà. et les archives nationales. Les archives nationales, Il y a tout cet ensemble de directions générales qui dépendent du ministère de la Culture, Absolument. qui font partie de la grande école de conservation de la mémoire nationale. Donc l'État d'Haïti n'a pas délaissé sa mémoire. Ah non. Ouais, nous avons des institutions gardiennes de cette mémoire. Juste après l'indépendance, déjà en 1804, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvions, à peine indépendants, nos premiers dirigeants ont eu la préoccupation de garder les documents de notre mémoire. Et c'est pour ça qu'ils ont créé Pétionville. Ouais. La ville de Pétionville a été créée parce que Port-au-Prince étant trop près de la mer, en cas d'une attaque, une invasion de l'étranger, on n'aurait pas assez le temps de pouvoir répondre. Donc il nous fallait créer une situation de distance par rapport au littoral. Ouais. L'idée initialement de créer Pétionville, c'était justement pour stocker les archives et les documents historiques pour éviter, en cas d'attaque, que ces documents soient pris. Donc la préoccupation de garder la mémoire en Haïti a commencé avec l'indépendance. Il a fallu maintenant attendre un peu plus tard pour que de manière formelle, qu'on crée les archives nationales par décret, Absolument. qui avaient la responsabilité justement de garder la mémoire écrite. Mais il nous manque malheureusement des pièces appartenant aux autochtones, on va dire aux premiers habitants. Je ne veux pas les appeler indiens, ils n'étaient pas des indiens. Non, je suis comme toi très mal à l'aise. Ouais, les appeler des indiens. Malheureusement, c'est le mot qui traduit malheureusement. Je répète encore malheureusement, Ouais. parce que ce n'étaient pas des indiens. Absolument. Okay. Maintenant, les premiers habitants de l'île, et on a recensé leur présence ici il y a environ 5000 ans. Okay? Donc 3000 ans avant Jésus-Christ, on a répertorié les premiers habitants de l'île. Ce qui reste de cette civilisation, ce sont des objets de production matérielle. Beaucoup d'éléments en argile, beaucoup d'éléments en pierre. Il y a eu plusieurs époques, une période lithique, des pierres taillées, pierres polies, et aussi beaucoup d'éléments de poterie. Absolument. Poterie simple, poterie colorée. Et ils ne connaissaient pas encore l'écriture telle que nous la définissons aujourd'hui. Absolument. Donc, il a fallu attendre l'arrivée des Espagnols pour que Haïti soit considéré pays de l'histoire. Donc, on considère toujours les Taïnos comme faisant partie de la préhistoire haïtienne. Maintenant, donc, on a gardé, au niveau du bureau d'ethnologie, et au MUPANA aussi, il y a d'autres institutions qui ont gardé certains éléments de la culture matérielle des Taïnos. Mais il y a très peu d'endroits qui ont gardé des éléments de la documentation écrite de l'histoire nationale. La plus importante, c'est la collection des archives nationales, okay? qui est actuellement du côté du poste marchand. Absolument, ouais. Ensuite, il y a le MUPANA. Le MUPANA, absolument. Une partie, j'imagine, la Bibliothèque nationale a quelques éléments, pas beaucoup. Quelques éléments, pas beaucoup. Ouais. Et la direction du Bureau national d'ethnologie, il y a la collection des pères du Saint-Esprit du Petit Séminaire Collège Saint-Martial, il y a la collection des frais de l'inscription chrétienne de Saint-Louis-de-Gonzague. Donc, il existe quelques collections éparses, si on Absolument. veut. L'idée, ce serait d'arriver un jour à avoir le profil de la collection nationale. Ouais, ce serait ça. Pour moi, c'est un rêve, c'est un grand rêve. Je sais qu'au BNE, un peu, Hérol travaille un peu pour instituer ce musée ethnologique retraçant les Taïnos, les Arawaks. C'est extraordinaire de voir comment que Haïti est un pays qui a une histoire extrêmement réjouissante, une histoire extrêmement intéressante, une histoire... Et qu'il n'y ait pas un musée de l'homme haïtien. Haïti a besoin de... Parce que les jeunes qui fréquentent, je vois par exemple le MUPANA, par exemple, chaque jour, il y a plein d'écoles qui arrivent. Il ne se passe pas un jour, il y a des écoliers qui vont visiter le musée. Pas seulement parce qu'on les emmène, ils sont curieux de savoir, ils sont curieux de voir, ils veulent comprendre. Quand on leur dit qu'il y a eu des Indiens, d'où sortent-ils, qu'est-ce qu'ils faisaient, de quoi vivaient-ils, qu'est-ce qu'ils portaient comme vêtements, est-ce qu'ils avaient des souliers. Je me rappelle une autre, elle m'a dit,
Ah, mais à chaque fois qu'on montre les photos de ces gens, ils n'ont pas de souliers. Mais c'est intéressant. C'est une curiosité. C'est une curiosité. Ouais. Parce qu'effectivement, le soulier, c'est l'occidental qui C'est est arrivé avec les l'Occident, souliers. ouais. Donc, on a ce devoir-là, cette responsabilité, disons, nous autres intellectuels, de faire comprendre et de faire connaître ce passé aux jeunes. C'est une responsabilité. Parce que, je prends l'exemple de ce catalogue. Qui savait que là, au Mupana, existait quelques milliers de documents historiques. Le plus ancien date de décembre 1702. Okay? Quand même. Quand même, ça fait 300 ans. Okay? Et ces documents-là font partie de notre réalité. Ça fait partie de notre histoire. C'est nous. C'est nous, Ouais. c'est nous. Ouais. Et nous devons nous retrouver dans tous ces textes avec l'œil critique du temps. Parce que je dis toujours à mes étudiants, il ne faut jamais analyser un point d'histoire si on ne tient pas compte du contexte historique dans lequel cette histoire arrive. Autrement, ce serait... Ouais. Aujourd'hui, on a le téléphone mobile. Aujourd'hui, on a la télévision. On a la photocopieuse. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, on ne peut pas analyser certains documents si on n'utilise pas cette échelle de valeur. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons la responsabilité, toi, à la Bibliothèque nationale, nous autres au MUPANA, de mettre à l'étudiant haïtien, le jeune, l'historien, le chercheur, ou le curieux tout court, au courant de ce que ce pays a de plus fort. C'est que ce pays est un pays culturellement riche. Absolument. C'est un pays culturellement riche. Je disais dernièrement à quelqu'un qu'il n'y a pas longtemps, Haïti produisait seul plus de livres que le reste de la Caraïbe en une année. Ça veut dire que c'est un pays, la musique haïtienne, la peinture haïtienne, la culture haïtienne, l'histoire. Donc, on a plein de choses à vendre. Malheureusement, on n'arrive pas encore à s'entendre et à se mettre d'accord sur un projet national. Absolument. Comme tout le monde. Donc, il est nécessaire qu'on garde en santé le meilleur de nous-mêmes. Voilà, mesdames et messieurs, catalogue des documents écrits sur papier, c'est préparé par mon invité Daniel Supplice et nous sommes au musée du Panthéon national d'Haïti. Nous sommes dans la conservation des meilleurs fragments d'Haïti. Je vous laisse respirer. À tout de suite pour la deuxième séquence de l'émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Aujourd'hui, à Délivrez-vous, mesdames et messieurs, nous sommes en train d'explorer le catalogue des documents écrits sur papier, conservés au musée du Panthéon national haïtien, le MUPANA, qui est au cœur du champ de Mars. J'imagine que peu de téléspectateurs savaient qu'il y avait au musée des documents écrits précieux qui sont conservés actuellement. C'est ce travail de grande valeur pour la République que Daniel Supplice a effectué. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce travail, ça nous permet de savoir que le MUPANA n'est pas le premier musée qu'on ait connu en Haïti. Ça, honnêtement, beaucoup l'ignoraient. Alors, Oui. Daniel Supplice, on avait un autre musée avant. Haïti a une belle histoire muséale. Depuis après l'indépendance, Ok. même nos premiers dirigeants ont toujours compris qu'il fallait conserver les informations. Et à l'époque, le poste de secrétaire général, qui était l'équivalent d'une espèce de premier ministre, c'était lui qui avait la charge de la conservation des documents publiés par l'État haïtien à l'époque. Ok. Et ces papiers étaient conservés à l'équivalent du Palais national. Ouais. Et avec toutes les péripéties que nous connaissons, en plusieurs occasions, le Palais national a sauté, Ouais. et il y a eu toutes sortes de difficultés. Et il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir du président Sénou Vincent, qui en janvier 1938 a sorti un arrêté où il a créé justement la Bibliothèque nationale d'Haïti Absolument. et le Musée national d'Haïti. Et ce que les gens ne savent pas, le premier musée national se trouve à l'emplacement actuel Ouais. du Bureau national d'ethnologie. C'était ça le local du musée national.
Là, nous sommes en 1938. 1938. Voilà. En 1938. Donc, après cet espace, les péripéties de la politique et de l'histoire ont transféré ce musée dans un local qui était la résidence privée du général Paul-Eugène Magloire, président de la République, où se trouve actuellement l'université Quisqueya. Voilà, là, nous sommes Là, dans nous les sommes hauteurs dans les de hauteurs de Turgeau. Turgeau. Voilà. Nous sommes dans les hauteurs de Turgeau. Et le fond de ce musée a laissé Turgeau pour descendre une partie au ministère de l'Éducation nationale et une autre partie au bureau d'ethnologie. C'est en 1983, à la création du MUPANA, qu'on a retransféré l'ensemble de ce qui restait de l'ancien musée national au MUPANA. Donc, Haïti a une histoire de musée qui date de 200 ans. Ouais, ouais. Et c'est, malheureusement, on ne parle pas trop de ça, malheureusement encore. Mais nous avons eu, comme je l'ai dit, nos premiers dirigeants ont eu, malgré le fait qu'ils n'ont pas reçu une éducation formelle, mais ils avaient compris qu'il fallait qu'on préserve cette mémoire, qu'il fallait conserver. Donc, nous avons, si tu veux, en Haïti, une tradition muséale. Ouais. Et en ce qui concerne le MUPANA, et c'est le 7 avril 1983, en grande pompe, le MUPANA était officiellement inauguré. Oui. À part les objets du rituel vaudou et quelques artefacts et objets précolombiens, l'ensemble du patrimoine du musée national était transféré au MUPANA. Et voilà. Mais j'aimerais m'arrêter sur les objets du rituel vaudou. Oui. Ce qui sous-entend qu'en 83, on n'était pas encore dans cette diabolisation du vaudou, etc. Haïti avait compris que le vaudou était, on va dire, une partie marquante de son histoire spirituelle, métaphysique, et qu'il fallait conserver les objets relevant du vaudou. En 1941, c'était la création du bureau d'ethnologie. Absolument. Okay? Et parce qu'on a eu une période de rejeté avant. Absolument, avec Elie Lescaut, oui, avec l'ILESCO et tout le reste. Voilà. Et il a fallu justement ce courant-là, ce courant ethnologique, Lorimer Denis, Duvalier, Jacques Roumet et tous les autres, qui ont mis, en commençant par le grand Jean-Pierre Spars, qui a questionné, il faut qu'on arrête le bovarisme intellectuel et qu'on prenne conscience qu'on n'est pas français, on n'est pas africain non plus, on est haïtien. On est haïtien. On est haïtien. C'est très important. Ça, c'est très important. On est haïtien. Petite parenthèse, j'ai été au Bénin, où j'ai été reçu comme un Béninois. Parce qu'avec le passeport haïtien, tu rentres sans visa. Mais après une semaine, même pas deux jours, j'ai constaté que je ne suis pas Béninois. Absolument. On est bon, j'ai eu... Okay, je vais un petit peu plus loin. J'ai fait mon test ADN pour savoir ma composante ethnique, c'est quoi. Je suis 28% nigérien. 10% béninois. Voilà. Mais je suis sûr qu'après 3 jours au Nigeria, je vais me rendre compte bien vite que je ne suis pas nigérien. C'est pas la même façon de manger, c'est pas la même vision du monde. Non, du monde, exactement. Donc, il a fallu Jean-Pierre Spars et d'autres pour définir une identité haïtienne. Voilà. Haïti, nous autres Haïtiens, nous sommes quoi? Ouais. Donc, dans l'haïtien qu'on définit, le vaudou joue un rôle extrêmement important. Donc, au bureau d'ethnologie et au musée d'ethnologie, il y avait cette variable vaudou, conservation des objets du culte. Donc, une partie de ces objets ont été transférés au MUPANA à l'époque. Donc, c'est pourquoi on parle de ça. Et en parlant justement de ce catalogue des documents écrits, est-ce que dans tes recherches au musée, tu as trouvé des documents, des textes écrits où il y a des échanges touchant au vaudou? Très pas peu. beaucoup, très peu. Très peu. Mais j'ai un ami à moi, et je suis moi aussi détenteur de peut-être de 4 ou 5 lettres écrites par nos premiers dirigeants qui parlent de vaudou. Et il a même le projet, bientôt, de sortir un livre sur la position de nos premiers dirigeants vis-à-vis du vaudou. Parce que le vaudou a toujours été très présent dans notre histoire. Mais très mal vu en même temps, hein. Même par ses pratiquants, des fois peut-être, hein, qui pratiquaient le vaudou en cachette, comme on dit. Bon, il y a ce côté-là. Si on prend nos premiers dirigeants, par exemple, on prend Christophe. Christophe est connu pour être un anti-vaudou. Sauf que, moi je mets une grande nuance, parce que j'ai lu beaucoup de documents de Christophe sur le vaudou. La question du vaudou sur Christophe n'est pas une question philosophique ou théologique. C'est l'aspect économique du vaudou qu'il traite. Son argument, c'est qu'il a écrit cela. Au cours de toutes mes tournées, les communes les plus pauvres sont celles où est pratiqué le vaudou et la sorcellerie.
comment peut-on se lever tout pour travailler après avoir passé une nuit à danser et à boire? Donc, Christophe ne critique Ouais. pas le vaudou en tant que religion ou en tant que foi ou croyance. C'est ses conséquences Ses conséquences sociales et économiques. économiques. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que Christophe, l'idée était, on doit être prêt, en cas du retour des Français, on doit être prêt pour pouvoir répondre. Et C'est la ça seule- un homme d'État. en effet. Absolument. Et la meilleure façon de le faire, il faut qu'on soit autonome au niveau de notre alimentation. Donc, il faut qu'on ait une agriculture à la hauteur pour que si les gens viennent, qu'on puisse tenir un siège. Donc, mais c'est intéressant. Ouais, absolument. C'est intéressant de voir Donc, comment. pour reprendre à ta question de manière bien spécifique, le Bupana, c'est, si tu veux, la dernière version du musée qu'on a eue. Mais dans Ouais. le passé, ça fait des années qu'on a toujours Ouais. eu des musées. Malheureusement, et c'est un grand drame. À chaque fois qu'on déplace un musée, on perd des choses. On perd toujours des choses. Si on prend le premier catalogue, le premier inventaire, si on veut, de 41, il y a encore un autre inventaire qui a eu lieu en 51. Déjà, entre ces deux inventaires, ces 10 ans, il y a eu déjà un grand décalage. Et je l'ai dit ici, ce qui est au Mupana aujourd'hui, c'est ce qui reste. Moi, je me rappelle l'enfant, j'ai été en plusieurs occasions au musée chez Paul Magloire. Il y a plein de choses que j'avais vues là-bas que je ne retrouve pas au Mupana. Ouais. Ce qui veut dire qu'il y a eu vol, pillage. Ouais. Et qu'est-ce que c'est dommage. Mais cette collection, et alors, quant au contexte historique de la création du fonds lui-même, le fonds du Oui. musée, la mémoire du musée nous confirme que 80% de ce fonds provient de lettres, notes et imprimés rassemblés par et connus sous le nom de collection Gragnon Lacoste. Oui. Alors, c'est qui ce Gragnon Lacoste? Oui, ce Gragnon Lacoste, c'est un Français, qui était le très bon ami d'Isaac Louverture. Quand Isaac Louverture, c'est le le fils fils Isaac de Louverture, Toussaint c'est le fils. Louverture. D'ailleurs, il y a une poésie Ah, mais superbe, tu as vu? j'ai vu ça au Ah, début. En alexandrin. En alexandrin, En donc tu as alexandrin. des talents. Ouais. Non, mais la France avait placé Isaac et Placide dans l'une des plus grandes écoles Ouais. de France. Absolument. Donc, ce sont Et des Placide, c'est un autre fils de Toussaint gens- Louverture. non, mais ce sont des gens très éduqués et cultivés. Ouais. Maintenant, et quand ils ont laissé le pays, d'abord, je ne savais pas, c'est là que j'ai vu ça, sur deux bateaux différents. On a embarqué Toussaint, sa femme, Masse Plaisir, le domestique, et les deux domestiques de Madame Ouverture sur la Créole, comme bateau, et les enfants sur un autre bateau. Ok. Donc, ces enfants sont arrivés en France, séparément, et Isaac Ouverture a eu toute une série de problèmes. Et Toussaint est mort, Masse Plaisir s'est retrouvé dans les rues, sans référence. Et les biens du père ont été pillés ici, et en Haïti. Et la corruption, il pensait pouvoir régler les papiers parce que tous ceux qui étaient en vogue à l'époque, que tu prends Dessalines, Christophe, Pétion, Capois, ils ont tous été des lieutenants de Toussaint. Il pensait pouvoir récupérer les biens parce que c'est sont au pouvoir, il s'est trompé largement. Ouais. Et J'ai bon, même vu une lettre de refus. Il a demandé du café. Et j'ai vu ça dans le Oui, catalogue oui, oui, où on oui. lui dit non, on ne pourra pas t'envoyer oui, du café. Voilà. alors que Toussaint avait des propriétés, des plantations caféières qui rapportaient, et on lui a refusé. Donc, ça aussi, il y a aussi le trame de notre histoire aussi, avec tous les préjugés de couleur, préjugés de classe, préjugés de... Finalement, cet ouvrage, ça va au-delà du simple catalogue Galgani. Absolument, c'est ce que j'ai compris en effet. C'est tout un pan d'histoire Ouais. que ça raconte. C'est une photo totale de C'est- notre histoire. Oui, à partir de documents authentiques, manuscrits originaux. Voilà. Donc ce Gragnon Lacoste, c'était l'ami Le Gragnon de Lacoste Isaac était Louverture. arrivé en France. Arrivé en France, Isaac et sa femme se sont retrouvés perdus. Et ce Gragnon Lacoste est un Français qui habitait Bordeaux, qui s'est pris d'amitié avec eux. Et à la mort de Toussaint, la grande majorité des documents et autres choses, Ouais. des correspondances, étaient entre les mains d'Isaac. Isaac et son épouse n'ont pas eu d'enfants. Oui, ça c'est dommage aussi pour l'héritage de Exact. Toussaint Ils Louverture. n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ouais. Donc, ce Gragnon Lacoste a été celui qui, en réalité, a hérité Ouais. de la montre de Toussaint Louverture, des documents de Toussaint Louverture et de tout, qu'il a gardé. Mais ce Gragnon Lacoste, lui aussi, est décédé. Et c'est son épouse qui a vendu à l'État haïtien Ouais. les fonds qui ont constitué le premier élément du musée Seigneur Vincent en 1938. Absolument. Et après, il y a aussi the BH Boss-Lauer Foundation. Ok. aussi. De temps en temps, il y a des institutions étrangères qui font l'acquisition de certains documents historiques qui nous concernent et qui nous les envoient.
Malheureusement, on aurait pu recevoir beaucoup plus que ça, Ouais. sauf que pour des raisons de sécurité, On les a pas. Et c'est tellement dommage et honteux qu'on n'ait pas l'acte de l'indépendance d'Haïti. bon, Qu'on n'ait pas l'original. je, quoi. je vais te dire, Mhm. on a retrouvé, j'ai eu le grand plaisir d'avoir sous la main Mhm. 3 autres documents qui ont été signés au Gonaïve le 1er janvier 1804. Ok. Ce qui veut dire que l'administration coloniale est, à partir du 1er janvier, est une administration écrite. Je suis sûr que ce document manuscrit existe. Je suis sûr. Ouais. J'ai un ami, français d'ailleurs, malheureusement, Mhm. bon, heureusement puisque c'est bien conservé, Oui. qui possède le document à avoir le plus grand nombre de signatures des généraux. C'est le document nommant Dessalines, gouverneur général à vie, signé le 1er janvier 1804 au Gonaïve. Il a le document chez lui, Oui. collection privée. Oui, collection privée, en France. Avec la signature de Pétion, Clairvaux, Gabard, Christophe. L'État d'Haïti aurait pu acheter ça, non? Conduire des démarches pour qu'on achète. On est en train de faire des démarches, mais Ouais. Est-ce qu'il va vendre maintenant? il est intéressé à vendre parce que ses enfants ne sont pas intéressés à conserver ça. Ok, ok. Ok. Maintenant, donc, je suis sûr, derrière moi, il y a eu tout un tollé sur un document historique. C'est un imprimé. Mhm. Ce que cette dame avait retrouvé en Angleterre, c'est un imprimé. C'est un original d'époque, Ouais. Mhm. mais un imprimé. Un imprimé. Le document original est un document manuscrit, écrit à la main Ouais. et portant signature de ces différents généraux. Ça, Ce c'est un document je- précieux. ça vaut plus que l'or. Ouais. Maintenant, où est-ce qu'il est, je ne sais pas. Qui l'a, je ne sais pas non plus. Mais moi, je suis sûr que ce document existe. Ouais, maintenant, c'est comment on peut trouver ce document. Je ne sais pas. fait. Mais on Parce cherche, que on cherche. J'ai vu qu'il y a eu une chercheure canadienne qui prétend avoir trouvé comme par hasard l'original, du moins l'un des originaux, j'imagine Non, qu'il y en avait ce, beaucoup. ce qu'elle a trouvé, Mhm. c'est un imprimé. J'ai passé un mois à Duke University. Ok. Ouais, qui Quand on- possède beaucoup Oui, de quand, documents. oui, quand on a appris, parlant ça, d'Haïti, j'avais hein. été, j'ai passé un mois à Duke University Mhm. et j'ai vu ce qu'ils ont. Ok? Ouais. Ils n'ont pas ce document. Ils ont des imprimés d'époque. Mhm. Parce que j'ai dans ma collection privée, par exemple, Mhm. un journal de Boston, Mhm. ok, qui, le 23 janvier 1804, de la Nouvelle étrangère, annonçait l'indépendance d'Haïti. Ouais. De la Nouvelle étrangère. Absolument. Ça, c'est pas mal, c'est très oui, rare aussi. avec le résumé de l'acte De l'indépendance. de l'indépendance d'Haïti, en Nouvelle étrangère, Ouais. 28 janvier 1804, de Boston Globe. Donc, Mais les États-Unis n'avaient pas encore reconnu l'indépendance d'Haïti. non, à ce non, moment-là. mais Voilà. ils l'ont annoncé en Nouvelle étrangère. Ouais. C'est comme aujourd'hui. Absolument, Il y a une ouais. nouvelle étrangère de Haïti. Et les généraux intel, ont remis tel acte. Mhm. Donc, tout ça, c'est extrêmement important pour Ouais. que les jeunes sachent que ça existe. Et heureusement, aujourd'hui, c'est bien conservé. Mhm, mhm. Le MUPANA va procéder à la numérisation de ces documents. Oui, et ça, c'est qui- extraordinaire. Ah non, hein. ce qui veut dire que le public aura accès à ces documents. Ceux qui font de la recherche, ceux qui font des travaux, et pourront avoir accès aux documents, Ouais. les imprimer. Ou faire comme des tu l'as copies. dit, de simples curieux d'esprit Non, 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 aussi. tout le monde. Non, il y a plein. Tu habites un pays, tu dois savoir d'où vient ce pays. Absolument. Quand même, hein. Voilà. Sans compter, il y a beaucoup de noms, beaucoup de familles qui sont impliquées, beaucoup de gens qui ont des parents, des grands-parents. Donc, je pense que c'est extrêmement intéressant ce que nous faisons. Et nous avons la responsabilité. Moi, je dis ça, c'est une responsabilité que nous avons, nous autres détenteurs de ce savoir, puisque on est dans un pays où savoir lire, c'est déjà quelque chose Ouais, d'extraordinaire. ouais, ouais, Donc, si nous savons lire, et un petit peu plus que lire, on a le devoir. ouais. Je prends ça, comme je dis, je prends ça, c'est une affaire personnelle. Mhm. Je prends ça personnellement, pendant le temps qu'il nous reste à vivre sur cette terre, de transmettre quelque chose. Absolument. Et non seulement préserver la mémoire, la faire connaître aussi. Pour que Faisons ce legs. oui, ce legs. Pour qu'on puisse... On doit respecter ce qui a été fait dans ce pays. Ouais. On est sorti de loin. Mhm. Quand on considère... Alors, j'essaie toujours, parfois, il m'arrive de réfléchir, de m'imaginer comment que ça se serait en 1713 sur une plantation, et ou un chêne dans le pied, et tu es forcé à faire des choses, et puis, mon le rive, vous pas fait ça encore. Et donc, C'est extraordinaire que d'avoir c'est extraordinaire d'avoir ça. des traces de cette révolte, Donc, de donc- cette montée donc, d'humanité. Donc, c'est une responsabilité que nous avons pour dire aux autres qui nous suivent que voilà ce que d'autres avant nous. Je dis toujours, je ne suis pas le produit d'une super intelligence. Je suis ce que je suis parce que d'autres avant moi ont été. Donc, ce sont ceux qui ont été avant nous
on doit toujours glorifier leur mémoire Absolument. et faire savoir aux autres, voilà ce qui a été fait. Voilà, et c'est au bout de l'ancienne corde hein, qu'on tisse la C'est nouvelle. absolument. Absolument. C'est toujours au bout de la scène qu'on tisse. Catalogue des documents écrits sur papier, conservés au MUPANA. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous et c'est Daniel Supplice qui est mon invité aujourd'hui et il vous plonge dans ce que nous avons produit, ce pays, dans ce qui participe à faire exister le meilleur de nous-mêmes. Je vous laisse respirer, à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur la télévision Caraïbe à l'heure grave de l'émission Délivrez-vous. Et là, nous sommes dans un document d'une grande valeur pour l'histoire d'Haïti, pour l'actualité d'Haïti. Qu'est-ce que nous avons en termes de documents écrits sur papier conservé au Champ de Mars, au musée du Panthéon national d'Haïti? Pays à pas en pitimi, sans gado. Ce que nous avons produit est gardé. Et j'ai une remarque, Daniel, sur la qualité de la langue des documents écrits conservés. Oui. Mais là, dès qu'on écrit, papa. Là, tu mets que des petits résumés comme ça, mais vous trouvez, c'est châtié, c'est travaillé. Mais c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette remarque. D'abord, ces documents sont écrits en quelle langue? Ouais. Et est-ce que c'est des salinités écrites? Ouais. Non, en général, ce n'était pas eux qui écrivaient. Il y avait des scribes. Ouais. Maintenant, il faut se rappeler que il y a un métissage qui a eu lieu juste avant l'indépendance. Et beaucoup de ces mulâtres, alors, quand je dis mulâtres, moi, je prends le terme anthropologique. Absolument. Ouais. Parce qu'en Haïti, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en Haïti, le terme mulâtre est coloré. Ouais. Okay? Tu aurais pu être mulâtre. Absolument. Mais, absolument. Non, mais les gens ne savent pas ça. Il ne faut pas résumer la chose à la couleur de peau. Non. La chose, c'est le métissage. Oui, ok. Mais malheureusement, en Haïti, on a réduit la chose à l'épiderme. On a réduit la chose à l'épiderme. Okay. Beaucoup de ces mulâtres, libres ou affranchis, ont été envoyés en Europe faire des études. C'est avant 1804 ou après? Avant 1804. Ok. Par leurs parents français? Par leurs parents français. C'était le cas de... Écoute, Isaac a écrit un cratère en alexandrien. Absolument. C'est pas en Haïti qu'il a appris à faire ça. C'est pas en Haïti qu'il a fait ça. Ouais. Donc, beaucoup de ces gens-là, revenus au pays, ont rejoint l'armée indigène et ont servi de secrétaire. Dessalines, par exemple, avec 4 secrétaires, parmi lesquels Alexis Dupuis. Mais Alexis Dupuis, c'est quelqu'un qui a fait pratiquement toutes ses classes en France. Donc Alexis Dupuis connaissait Voltaire, il connaissait Montesquieu, donc il pouvait facilement écrire. Donc beaucoup de ceux qui ont écrit ces lettres ont utilisé un français qui était le français pratiqué à l'époque. Absolument. Hein? Maintenant, Dessalines, Christophe ou les autres, qui n'avaient pas ce niveau d'éducation-là, dictaient leurs pensées et cette pensée était traduite dans des textes, c'est tout. Ouais. Donc c'était des textes écrits en français. Et ça, c'était bien fait. Mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas pensé à faire des documents bilingues quand même à l'époque. On aurait pu faire un créole aussi. Non, 2 langues. Non. Le créole n'était parlé que par la couche la plus défavorisée, donc qui n'avait pas droit de citer. Et le créole, écoute, le créole, c'est récemment là. Que le créole, qu'on parlait, le créole à la télévision. Oui, c'est la réforme Bernard, là, et tout. Voilà, c'est tout avant, là. Ouais. Il y a eu quelque chose avant ça, mais c'est récent, là. Je me permets de temps en temps de faire des incursions dans le créole dans l'émission, là. Oui, absolument. Ce ne serait pas admis il y a 50 ans de ça. Ouais. Ce serait très mal vu. Est-ce que tu vois? Ouais. À la télévision, on parle français, quoi. Oui, à la radio. Oui, à la radio et tout. Alors que l'idéal serait que les 2 langues puissent coexister, qu'on ait un bilinguisme équilibré. Le seul problème, c'est que si au niveau de la population,
on peut garder cet équilibre. Mhm. Au niveau de la publication des livres, ce n'est pas encore ça. Oui, ouais. Moi, je me rappelle, j'avais eu des difficultés avec Bernard justement pendant la réforme. Je venais de revenir dans le pays, où je disais que mon dernier poste était au Mexique avant de revenir ici. Ok. Dans la Comme diplomatie. ambassadeur, Non, comme à l'époque, j'étais jeune, je quoi. n'étais qu'un petit premier secrétaire. Et je lui dis que c'est très intéressant l'expérience que j'ai faite au Mexique. Le gouverneur mexicain avait créé une édition qu'ils appellent l'édition du XXe siècle, où quelqu'un pouvait, au Mexique, faire de son jardin d'enfants jusqu'au doctorat, dans quelle que soit la discipline, en physique nucléaire ou en biochimie. Il avait accès à tous les ouvrages de biochimie traduits en espagnol. Donc, c'est vrai que Haïti a 2 langues officielles, le français et le créole. Mais tu sais, Angelo, tu ne peux pas faire le génie civil en Haïti en créole. Il n'existe pas d'ouvrage. C'est vrai. Donc, et c'était l'idée, justement, quand ils ont créé l'Institut pédagogique national, l'IPN, qui n'existe plus malheureusement, l'idée était justement de mettre ensemble toute une série de professionnels pour donner à la langue, comme on dit maintenant, balle jarrette. Ça veut dire que quelqu'un devrait... Mon premier poste, c'était au Japon. Ok. Ok. J'avais une secrétaire qui était une japonaise. Le Japon que tu connais bien, en effet. Je connais bien. Ma secrétaire était une japonaise. Mais elle avait une licence en littérature française. Ah, Et elle connaissait Montesquieu, elle connaissait Voltaire. Moi, j'aimais beaucoup Baudelaire. Et elle me disait, ah, monsieur Sulpice, vous aimez Baudelaire? Moi aussi. Mais elle a lu Baudelaire en japonais. Elle a lu Montesquieu en japonais. Donc, on peut faire une licence en littérature française, française, mais en japonais. en lisant en japonais. En lisant en japonais. Comme elle parle français aussi, elle arrive à lire en français par la suite. Mais quelqu'un peut faire, quel que soit le choix de la discipline, il a accès aux ouvrages supportant cette discipline dans la langue. Parce que la langue, c'est tout à fait vrai, ce n'est qu'un véhicule de communication. Absolument. Mais il faut pouvoir communiquer, justement. Donc, le créole, à l'époque, n'était pas de mise. Donc, j'ai eu encore le plaisir de voir, par exemple, la Duke University, l'éditrice, des documents écrits par Toussaint Louverture lors de sa peine de prison en France, au Fort de Joux. Ok. Ok. Et Des textes qu'il a écrits. les manuscrits de Toussaint Louverture. Absolument. Oui. C'est eux qui ont ça. Ok. Des Ils manuscrits. ont là-bas mais beaucoup de ressources documentaires qui parlent d'Haïti, de notre histoire. Hein. Laisse-moi te dire. Duke University. Ce qu'ils m'ont dit avant de laisser, ils m'ont dit, monsieur Supplicius, si vous êtes curieux, on va vous montrer quelque chose. Il va vous faire plaisir sûrement. Je me dis, bon, je ne sais pas, c'est quoi. Ouais. On m'a emmené dans une pièce qui est peut-être un peu plus grande que celle-ci. Et sur les 4 panneaux, ils avaient 20 ans d'émission de Radio Haïti. Qu'ils conservent aussi carrément. 20 ans, ils ont 20 ans d'émission de Radio De Haïti. Radio Haïti. Sur les 4 panneaux. Tu te rappelles les petites cassettes là? Absolument, la petite cassette, ouais. Nous parlons de plusieurs milliers de cassettes. Ils m'ont dit que oui, nous avons conservé ça, ceci nous a été donné en don. On garde ça ici, il y a 20 ans d'émission de Radio Haïti. Donc, très souvent, et malheureusement, ce sont les étrangers Ouais, qui nous font la ont. leçon et qui nous disent que c'est nous, il faut garder la mémoire, vous devez faire des choses. Et c'est vraiment dommage. Mais maintenant, Ouais. on se bat pour justement cette mémoire, que ce soit au niveau de la Bibliothèque nationale, que ce soit au niveau des archives nationales, au niveau du MIPANA, on doit faire quelque chose. Absolument. Et ce quelque chose, c'est justement, il faut sortir, il faut faire le travail. Et c'est pas tout le temps réconfortant. Parfois, on a beaucoup de difficultés, les gens ne comprennent pas. L'État haïtien lui-même a tellement d'autres préoccupations Oui. que parfois, bon, on ne donne pas le temps, on ne donne pas les moyens du tout. Je sais que, par exemple, pour l'État national, il n'y a pas de moyens. Absolument. Comme on dit, c'est du bec et des ongles. Ouais. Ok. On s'attend à des résultats, mais comment peut-on on donner n'a des pas de résultats moyens, quand on n'a pas de justement. moyens? Ouais. C'est très difficile. Ouais. C'est pareil pour le musée aussi. Le musée est dans un état. Et chaque quelques années, c'est un bâtiment qui a déjà 83, ça fait près de 40 ans. Et le musée a besoin d'un facelift. Ok. Il a besoin d'être réparé. Je sais que le directeur est en train de se battre pour trouver des fonds pour ça. Mais c'est des choses prioritaires. Et c'est l'histoire qui a fait de nous ce que nous sommes. Et nous ne respectons plus cette histoire. Absolument. Alors qu'on devrait justement créer l'espace pour faire de cette histoire de ce Parce pays. qu'aujourd'hui, nous sommes déjà des aides de l'histoire. En 2100, et on va voir qu'est-ce qu'on a fait nous, hein, et qu'est-ce qu'on a laissé pour les prochaines générations. Et il est possible qu'on nous condamne au pilori si ce savoir du XVIIIe siècle n'est pas conservé dans les meilleures conditions. On doit se battre pour ça. Ouais. Malheureusement,
Et c'est difficile. C'est difficile. Moi, je plains toujours un type comme toi. Je plains toujours ceux qui prennent cette responsabilité-là. Parce que c'est un devoir de mémoire. Dernièrement, je disais justement que à la Bibliothèque nationale, et tout le temps, les gens me disent, ah, comment tu descends là-bas à la Bibliothèque nationale? On doit faire quelque chose. La zone est en train de détériorer. Ouais, ça c'est un cri d'alarme que j'arrête pas de lancer. Il faut sauver la précieuse rue du Centre. Il faut sauver la rue du Centre. Ouais. Moi, alors je dois te dire, j'ai fait toutes mes classes à Saint-Louis de Gonzaga, à la rue du Centre. À la rue du Centre. Donc, c'est ma rue. Comme on a commencé l'émission avec Absolument, ma en rue. parlant des rues. La rue Ouais. du Centre, c'est ma rue. Et je me rappelle, c'est ma rue. Il y a Élie Dubois en face, Absolument. la Bibliothèque nationale à côté, la Bibliothèque des Frères d'instruction chrétienne. Au coin, il y avait la Air France, il y avait la Chaza à l'autre coin, il y avait la maison Féquière au Ouais, coin. tout juste à côté de la Tout à côté de la bibliothèque. Uh-huh. Je me rappelle. C'était une rue très vivante, Très très animée, vivante, très animée. axée Et c'est- sur la pensée. Exactement. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, cette rue est pas devenue un marché. D'abord, c'est devenu un garage ouvert Malheureusement. avec des voitures qu'on répare en pleine rue. Et c'est devenu maintenant un marché de vente de produits importés, de fruits importés de la République dominicaine. Donc, Ouais. j'appuie. Il faut que la mairie intervienne, que la justice, que la police intervienne. Voilà. La mairie doit intervenir. Ouais. On n'a pas le droit de laisser la Bibliothèque nationale Et dans j'ai cet fait état. tellement de correspondance à la mairie sur ce sujet pour leur dire, messieurs, on ne peut pas faire ça à la pensée haïtienne. On ne peut pas faire ça. Ouais. De même que le MUPANA maintenant aujourd'hui est enclavé. Je comprends qu'il y a des problèmes de sécurité, mais que ceux qui ont cette responsabilité prennent leur responsabilité de sécurité. Parce qu'il y a des problèmes de sécurité au Musée du Palais. On ne peut pas enclaver le musée pour empêcher l'accès au musée aux gens. Ce n'est pas possible. Donc je pense qu'il y a tout ça qu'on doit se faire. Et on doit en parler, on doit le dire. Oui, il faut en parler. Et c'est ainsi qu'on pourra trouver des pistes de Parce solution. qu'autrement, on dit qu'il faut lire. Mais moi, je me rappelle, je suis passé à la bibliothèque la semaine dernière. Ça m'a fait mal de voir, il y avait 4 personnes dans la salle d'attente. C'est une bibliothèque. Autrefois, il y avait plus. D'ailleurs, on a dû l'agrandir. Il n'y avait plus de place. Il n'y avait plus de place, en effet, ouais. Il y a des gens qui, chaque jour, il y a 40, 50, 60 personnes qui. Maintenant, c'est 2-3 personnes. Pourquoi on a peur de descendre en bas? On ne sait pas comment que ça se passe. Ouais. Des fois, je vais à mon bureau, des gens me disent, ah, tu descends toujours à la rue du Centre. Oui, oui. Non, mais c'est pareil. J'ai des amis qui me disent, comment Daniel, pas dit moi descendre dans la bibliothèque là. Mais c'est ma vie là. Ouais, ouais. Moi, je suis toujours, je disais dernièrement, la bibliothèque avait publié un bulletin à un certain moment. Absolument, repère. Repère. J'avais écrit un texte pour dire que ça fait 60 ans. Et puis, je dis, ça fait 60 ans que je fréquente la Bibliothèque nationale d'Haïti. Donc, comme on est parlé à la Bibliothèque nationale d'Haïti, c'est ma référence à la Bibliothèque nationale d'Haïti. Tous ceux qui font de la recherche, c'est la Bibliothèque nationale d'Haïti. Donc, la Bibliothèque nationale d'Haïti, le MUPANA, le Bureau national d'ethnologie, les archives nationales, c'est un devoir de mémoire et nous avons la responsabilité de les protéger. Absolument. Daniel, je sais aussi que tu es très intéressé par la sociologie. Oui. Et tu es même sociologue. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et j'aimerais te demander dans cette logique-là, comment tu comprends la sociologie des musées dans le monde par rapport à ce que nous faisons en Haïti? Est-ce que nous conservons les mêmes choses ou ce n'est pas la même façon de faire? OK. Avec les moyens, quand on parle de musée, maintenant, il y a musée d'histoire, musée d'art, musée d'art contemporain. À l'intérieur de l'art seulement. Il y a le musée d'art moderne, le musée d'art contemporain, le musée d'art primitif, le musée d'histoire, c'est le musée d'histoire. Musée d'histoire musée naturelle. Voilà. Il y a toute une gamme de musées. Maintenant, c'est encore une question de moyens. Haïti, moi, ça me fait de la peine. Un pays qui a une production de peinture aussi abondante et diversifiée que nous, on n'a pas un musée d'art moderne haïtien. On aurait pu avoir un musée d'art moderne haïtien, un musée d'art primitif haïtien, un musée d'art contemporain, un musée d'histoire, un musée de l'homme haïtien, un musée de la géologie haïtienne. Tout ça participerait au rayonnement de l'homme haïtien. Absolument. Ouais. Ça aiderait aux enfants haïtiens, aux jeunes haïtiens de savoir qui nous sommes. À l'étranger, prenons une ville comme New York. New York est connue pour avoir de très très grands musées. Ah oui, le Metropolitan Museum, là. Moi j'étais comme ça. Non, le Guggenheim Museum. Et tant d'autres. Ouais. Le musée d'histoire naturelle, dans le Bronx, il y a des musées extraordinaires. Donc, les pays savent
que le musée a une importance non seulement pédagogique, Ouais. mais il a aussi une importance psychologique sur la population. Absolument. J'ai même vu à Washington, Daniel, un museum. C'est un musée consacré à la presse. Oui, Et non. quand tu entres dans le musée, il y avait un hélicoptère Oui. à l'intérieur. Je disais, mais ça, c'est l'extravagance. Non, mais- Ça fait un impact quand même. Tu te dis, mon histoire est importante. Absolument. Mhm. Or, jusqu'à maintenant dans ce pays, on n'a pas encore peut-être compris l'importance. Ouais. Quand vous allez, tu as parlé de Washington, Mhm. il y a le musée Air and Space, Ouais. qui est le musée où ils ont toute l'histoire de l'aviation. Ouais. Mais quand vous emmenez un enfant voir le premier avion, c'est quelque chose de très frêle, en bambou et en papier, et aujourd'hui on a l'Airbus A380. Ouais. Donc de là à là, c'est 100 ans. Ouais. C'est 100 ans. Ça En marque 100 ans, l'évolution Exactement. de Donc, l'humanité. Mhm. il y a beaucoup de questionnements qui nous permettent de faire, il y a beaucoup de réponses que les musées nous donnent Ouais. et nous permettent d'avancer. Mais c'est aussi une question de vision et aussi une question de moyens. Ouais. Et de volonté politique. Exactement. Voilà. Maintenant- Sans cette volonté, on ne pourra pas avancer. Non, on peut avancer. D'autres pays ont des musées extraordinaires. Les États-Unis ont des musées, la France a des musées extraordinaires. Maintenant, ça me ronge. Ouais. Ça me ronge à chaque fois quand je rencontre des amis étrangers qui me parlent de la peinture haïtienne. Extraordinaire. Qui me parlent de l'histoire d'Haïti. L'histoire d'Haïti. Ouais. Et c'est fascinant ce qui s'est passé dans ce pays. 1780. Ouais. On a carrément créé la liberté. On a créé la liberté. C'est extraordinaire, Ouais. ça. Mais on a comme l'impression que on accorde plus d'importance à des choses qui sont beaucoup plus vénales, beaucoup plus banales. Alors que, justement, c'est cette histoire-là qui nous campe, qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Le trivial Le ne trivial- doit pas avoir droit de citer. Malheureusement, c'est ce qu'on a. On a comme l'impression que le trivial plaît davantage. D'abord, ce trivial est beaucoup plus facile aussi. Ouais. Il y a beaucoup moins d'efforts à faire. Être trivial, ça coule. Ouais. Maintenant, donc, je pense qu'aujourd'hui, Haïti est à un carrefour où si nous voulons avancer, on doit donner au passé une dimension différente de comment on le prétend dans le passé. Et c'est ce que j'ai voulu dire en faisant ce travail. J'ai voulu dire que non, on a des choses. J'ai voulu dire que non seulement qu'on a des choses, j'ai voulu dire qu'avec un peu de bonne volonté, quand j'ai pris la décision de le faire, et je profite de l'occasion pour remercier le directeur, M. Le Gagneur, de m'avoir permis de le faire. Je ne suis pas un cadre du... Alors les gens me demandent combien que j'ai chargé. Non, je n'ai pas été payé pour faire ça. J'ai été au MIPANA, je lui ai demandé est-ce qu'il m'autorisait à faire l'inventaire. Puisqu'il n'a pas ni le personnel, ni les moyens. Il me dit, monsieur Mouchou, pas un corps pour payer pour faire ça. Il m'a fait pour payer, il m'a fait pour nous collectif. Absolument. Et il m'a dit, vraiment, je lui ai dit oui. Mais tu dois m'autoriser à le faire. Il me dit, mais je t'autorise à le faire. Donc je le remercie, il m'a facilité de pouvoir faire. Et ça prouve aussi qu'on peut faire. Ce n'est pas très souvent, malheureusement trop souvent, on a besoin d'argent. Mais l'argent ne règle pas tout. Ouais. Il faut parfois, quand on veut faire quelque chose, on met les moyens qu'il faut. Ouais. Il y a le cas de son catalogue. Et ça a pris le temps que ça a pris. Et j'ai utilisé les documents qui étaient à la disposition du MIPANA. Et on a sorti ce catalogue. Maintenant, j'ai d'autres rêves. Mais maintenant, où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Ça, c'est Ok. la question importante aussi. Aujourd'hui, le livre est en vente à Astérix à Pétionville. OK. Il est aussi en vente au MIPANA. Au MIPANA. Il est en vente aussi au directement. MIPANA. Et éventuellement au complexe Acajou, qui se trouve au coin de la rue Christ-Roi et la Lue. OK. Ok. Mais pas encore à la Pléiade. Pas encore à la Pléiade. OK. Donc, ce sont des livres le livre est en vente à partir d'aujourd'hui. C'est à partir d'aujourd'hui. OK. Donc, j'espère que les gens s'achètent parce qu'il y a une raison pour cela. Initialement, étant donné que le livre a été... L'impression du livre a été financée par la Uniboc, et il n'était pas question qu'on vende le livre. Alors, la direction du MIPANA. Ouais. Maintenant, je leur ai dit, tiens, voilà ce qu'on va faire. Allons vendre le livre. Il est revenu de la vente. Je vais m'en servir pour entraîner 2 ou 3 étudiants de l'Université d'Haïti. Et ils vont m'aider maintenant à faire partout où il y a des collections non cataloguées pour qu'on fasse ce catalogage. Donc l'idée, c'est de recueillir ces fonds pour faire le catalogage de tout fonds historique qui mériterait de le faire. Ah mais voilà, ça c'est intéressant. Voici pourquoi il faut donc acheter ce livre. C'est le catalogue des documents écrits sur papier. Et c'est préparé par Daniel Supplice, musée du Panthéon national haïtien. Daniel, c'était un plaisir, un bonheur moi aussi, de t'avoir sur ce ça m'a fait plateau. beaucoup de plaisir aussi.
Et comme je te l'ai dit au début de l'émission, je te félicite. Merci. Il m'arrive de te suivre de temps en temps. C'est une émission extrêmement instructive, intéressante. Et le peuple haïtien a besoin de savoir. Nous avons une très grande lacune, qui est une lacune de la connaissance. Et ce que tu fais, c'est justement, tu essaies de combler cette lacune. Donc je te félicite. Continue. Merci. Dans la même ligne. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu as un signe que tu fais quand tu finis? Et je fais toujours Gadon Bonheur. Tu fais Gadon Bonheur. Ou dans le monde, il faut y avoir deux aides, des livres et vous. Et vous. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Daniel et merci au staff technique de la télé qui m'accompagne toujours dans la présentation de cette émission. Messieurs, Gadon Bonheur et dans le monde, mesdames et messieurs, il faut bien qu'il y ait deux êtres, des livres